J'aime super gros Philippe Cadic. C'est un de mes auteurs préférés depuis super longtemps. Et puis, j'en ai pas lu pendant plusieurs années parce qu'à un moment donné, j'en ai lu pas mal. Et j'ai fini par me rendre compte que c'était assez déprimant, en fait. Mais j'étais très content parce que je suis en train de lire tous les livres de la collection Le Masque, science-fiction, dans l'ordre. Je viens de commencer. Puis justement, le numéro 2 de la série, c'est un Philippe Cadic. C'est Le Voyageur de l'Inconnu. Puis c'est le livre dont on parle aujourd'hui, à Pourquoi c'est bon. Le Voyageur de l'Inconnu ici, voilà, qui est une traduction de Dr. Futurity, que j'ai aussi dans sa version en langue anglaise. J'ai lu la version française ici, c'est ça les termes du mon défi, le masque science-fiction. Voilà. Donc, comme toujours, je vais faire un petit compte-rendu du bouquin. Puis, je cherche toujours au moins une qualité au livre, pourquoi c'est bon, donc, fait que je vais vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé bon là-dedans. Mais j'essaye aussi souvent d'avoir une réflexion sur des trucs, moi, que je trouve intéressants ou importants. Puis ici c'est embêtant. C'est très embêtant parce que le cœur du bouquin, c'est une histoire de couleur de peau. C'est une histoire de blanc-noir, ce genre de questions-là. Puis, à notre époque, moi, j'enregistre cette vidéo aussi en 2023. En mars 2023, c'est dans l'air du temps depuis un certain temps. Puis, essentiellement, les conversations sur le sujet sont extrêmement émotives, on va dire. Puis, en parlant du livre, de ce livre-ci, je n'ai pas le choix d'aborder cette question-là. C'est le cœur du bouquin. Donc, parce que Philippe Cadic est un anglo-américain, il voit la question comme un anglo-américain. Déjà en partant, le fait qu'il parle de blanc et de noir. Bon, puis j'ai essayé, c'est la troisième version de cette vidéo aussi que je fais. Fait que ça fait 3 fois que j'essaye de trouver une manière d'en parler. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne tantôt. Voilà, vous me direz. Mais je pense que, voilà, c'est un sujet super intéressant, puis c'est intéressant de voir pourquoi c'est aussi émotif comme sujet. Puis, qu'est-ce qu'on peut... comment ça peut être utile? Voilà, vous verrez bien, ok? Vous verrez bien. Fait que Dr. Futurity, Le Voyageur de l'Inconnu, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un roman de Philippe Cadic de 1960. C'est son deuxième roman de science-fiction, son deuxième roman publié, de ce que je comprends, de ce que j'ai vu sur Wikipédia. Il a écrit 2 autres romans avant qui n'étaient pas de la science-fiction, qui ont été, je pense, publiés après sa mort. Bon. C'est basé sur une nouvelle de 1954 qui s'appelle The Time Pond, je crois que je n'ai pas lu, et qui a rallongé pour faire un roman. Et ça a été publié en 1960 sous le format des Ace Double, le format américain là, de la compagnie, la maison d'édition Ace, qui était célèbre pendant plusieurs années parce qu'il publiait des livres doubles essentiellement. Alors, tu avais de ce côté-ci, je pense que j'en ai pas ici, mais de ce côté-ci, tu avais un livre, puis quand tu le tournais, tu avais un autre livre. Tu avais 2 romans en un. Puis ici, ça a été publié avec un roman de John Brunner qui s'appelle, je crois, Les esclavagistes de l'espace. C'est un titre comme ça, essentiellement. Donc, probablement que Ace, thématiquement, se sont dit qu'il y avait un lien, un rapprochement à faire entre les deux. Je connais pas le bouquin de Brunner, mais je présume qu'ils ont un peu mis les deux ensemble parce que ça traitait un peu de ce genre de sujet-là. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un médecin du futur par rapport au moment où le bouquin a été écrit, en tout cas. Mais le futur, genre 30 ans dans le futur. Et c'est un très bon médecin, puis il y a une trousse de soins, un peu comme le docteur McCoy dans Star Trek, qui lui permet de guérir tout et n'importe quoi. C'est extrêmement... la médecine a fait des bons spectaculaires. Puis, c'est ça, il se fait happer mystérieusement dans le futur, plusieurs centaines d'années plus tard, là,
Et il se ramasse dans une civilisation qui est obsédée par la mort, essentiellement. Puis la première chose que notre personnage, qui s'appelle Parsons, la première chose qu'il remarque, c'est justement... c'est ça, il fait du pouce à un moment donné. Je veux dire, il se ramasse à côté d'une autoroute dans le futur, puis il dit, OK, ben, j'ai embarqué dans une voiture. Fait qu'il fait, il fait du pouce, essentiellement. Puis la voiture, quand le conducteur le voit, fait un détour pour y passer dessus, essentiellement. Fait que lui, il saute pour se tasser du chemin, puis le conducteur s'arrête, puis il ouvre la portière, puis dit, vous voulez entrer? Donc c'est ça. Puis le conducteur est très surpris que Parsons n'était pas là parce qu'il voulait absolument se faire passer dessus. L'autre, il croyait lui rendre service, là. Puis quand Parsons, justement, demande au conducteur pourquoi vous avez voulu me rouler dessus, l'autre comprend pas la question. Ça n'a aucun sens pour lui, la question. Parce que... toute sa société, puis en vérité, la société planétaire, comme on va le découvrir, est entièrement déterminée par l'idée que c'est ça, la mort c'est bien, puis bon, il explique pourquoi. Puis honnêtement, cette partie-là, c'est moins convaincant, mais bon, le fait est que c'est ça. Tout le monde est obsédé par la mort, il y a une affaire de génétique là-dedans, là, bon... parce qu'il y a des genres de cuves, pas de clonage, mais un peu. Il y a une sorte de processus d'eugénisme collectif qui a été mis en place. Fait que quand quelqu'un meurt, c'est considéré être bon pour son clan, parce que, bon, peu importe, juste bon. Fait que ça, c'est une affaire. Mais l'autre affaire, c'est ça, c'est que Parsons constate à peu près immédiatement qu'il n'y a pas de, entre guillemets, blanc. Okay. Puis je mets des guillemets parce que c'est ça c'est la manière dont les anglo-saxons en parlent. Puis, on baigne dans la culture anglo-saxonne, ça fait qu'on est habitué que toutes les histoires qu'on voit sur Netflix, puis tout ça, que ça soit dans ces termes-là que la question est présentée, mais c'est extrêmement récent, en fait, cette manière de présenter les choses-là, puis c'est vraiment une manière propre aux anglo-américains. Mais en tout cas, lui, c'est ça, là-dedans, Philippe Cadic, qui en parle dans ces termes-là. Donc, l'idée, c'est que dans le futur, il n'y a plus de blanc. Le génome s'est éteint, essentiellement, parce que, entre guillemets, les blancs, ils ont perdu leur ascendant, essentiellement, à la fin du 21e siècle. Puis, tous les autres peuples sur Terre, mais c'est pas des peuples, c'est uniquement une couleur de peau. OK? Peuple, c'est pas la manière dont eux conçoivent les choses. Okay, c'est justement. Mais en tout cas, toutes les autres couleurs de peau se sont fusionnées en une seule couleur de peau, puis la culture du futur, c'est... puis même le terme culture est un peu fort parce que c'est pas pensé en ces termes-là, mais cette culture du futur-là, c'est une sorte c'est une culture homogène où tout le monde sur Terre a les mêmes cadres de référence puis les mêmes schémas de référence, puis c'est basé sur... c'est ça, c'est une sorte de version homogénéisée, idéalisée d'une sorte de discours, pas tout à fait post-colonial, mais tu sais, il y a des échos de ça fait un peu autochtone, ça fait un peu amérindien, bon, etc., tu sais, un peu. Mais tel que vu par un Américain. Bon. Puis, bon, où est-ce que c'est intéressant, le bouquin? Pourquoi est-ce que c'est bon? C'est pas tant dans ce portrait-là de cette société du futur, parce que même, bon, peu importe c'est quoi la prémisse, la manière que c'est exécuté, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de touches à la Philippe Cadic qui sont super intéressantes, mais la société en tant que telle, moi j'ai trouvé ça moyennement convaincant. Puis honnêtement, Philippe Cadic, c'est souvent comme ça. C'est pas quelqu'un, je pense, qui construit des sociétés forcément pour s'interroger sur la société dans son ensemble. Il va créer une société comme ça pour s'interroger à savoir comment ça affecte les personnages qu'il met en scène.
qui sont toujours très... puis souvent, il y a au moins, c'est ça, il y a un ou plusieurs personnages dans ces bouquins qui ont une grande vérité émotive, en quelque part, là. Puis c'est un peu... Ici, c'est encore embryonnaire, là, dans le sens que il est encore en train d'apprendre son métier, là, je dirais, Philippe Cadic, mais dans ses romans plus tard, certainement Le Maître du Haut-Château, qui est sorti 3 ans plus tard, ben, ou Bedon dans, c'est ça, Blade Runner, là, les androïdes rêvent de... Est-ce que les androïdes rêvent de... etc., etc., de moutons électriques, ben, c'est ça la force de Blade Runner, en bonne partie. Ça, plus les questions sur la notion de la réalité. Je voyais un commentaire tantôt en ligne de quelqu'un qui disait qu'il parle beaucoup de guerre aussi. C'est pas fou, c'est intéressant comme point de vue. Certainement, il parle beaucoup de régime totalitaire, de répression. Il y a ça là-dedans. Ça, c'est intéressant, la manière qu'il en parle. Bon, donc, c'est ça. Ici, on a des gens on a une genre de Gestapo, mais c'est des enfants, en fait. Ils ont entre 10 et 17 ans, grosso modo. C'est des écoliers en short, mais c'est la Gestapo. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Puis, c'est ça, le cœur du bouquin au niveau narratif, si on veut, puis l'intérêt, moi, que j'ai beaucoup trouvé, moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que c'est une question, fondamentalement, de voyage dans le temps, puis de paradoxe temporel. Puis, j'ai l'impression que, c'est ça, c'était encore assez... c'est beaucoup des thèmes, beaucoup de l'exploration du paradoxe temporel. À l'époque où Philippe Cadic a écrit son roman, c'est encore assez neuf là, comme concept. Là. La machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, j'ai pas vérifié l'année que ça a été publié, mais H.G. Wells il est encore en vie. Là. Pas en 1960, il est encore en vie, il est mort, certainement début 40, il est encore en vie. Donc, c'est pratiquement un contemporain là, de Philippe Cadic. Là. Donc, voilà. Fait que cette question-là de paradoxe temporel, c'est intéressant. Puis, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de société secrète qui est en... Bon, il y a différents clans, là, différentes bandes. Puis, il y a l'État, puis il y a les rebelles. Puis, les rebelles veulent voyager dans le temps pour empêcher la colonisation européenne, essentiellement, en assassinant un certain nombre de figures, là, en particulier Francis Drake, un explorateur britannique, présumément. Donc, voilà. Fait que, puis ce que Philippe Cadic fait avec ça, c'est plutôt intéressant. Puis, ça m'a un petit peu fait penser à Van Vogt, là, dans le monde le monde des A. Je suis pas certain pourquoi. Je pense juste peu importe. Ça m'a fait la saveur de ça m'y a fait penser. Puis honnêtement, c'est peut-être, c'est que j'y pense, c'est peut-être plus proche d'un bon Van Vogt, celui-là, que c'est à mi-chemin entre un Van Vogt réussi puis un Philippe Cadic. C'est comme Van Vogt, il n'a pas encore trouvé son truc. Il est en train de le trouver. Fait qu'avec le recul, on devine là, dans son bouquin, Philippe Cadic, ici, là, ça, Dr. Futurity, on devine les thèmes qu'il va explorer plus tard. Puis il y a déjà l'imaginaire, il y a déjà, sur certains aspects, la profondeur émotive chez certains personnages, dans certaines relations. Alors, en tout cas, moi, j'ai trouvé, bon. Puis, c'est ça, psychologiquement, c'est quand même pas pire intéressant sur certains points, quoique c'est beaucoup plus superficiel, en quelque part, que, par exemple, Maître du Haut-Château ou Blade Runner. Mais en tout cas, il y a déjà les thèmes, puis il y a les fameux revirements à la Philippe Cadic. Là. Il y en a un en particulier que j'ai beaucoup aimé, où est-ce que, c'est ça, à un moment donné, il se met à y avoir beaucoup de voyages dans le temps, là, puis un peu comme dans Retour vers le futur 2, là, c'est un peu comme ça. Puis il se ramasse genre des centaines de millions d'années dans le futur, essentiellement quelque chose comme ça, puis avec une machine à voyager dans le temps qu'il comprend pas du tout, qui est super compliqué. Puis il reçoit un indice qui lui dit, il reçoit un message du passé qui a été mis là exprès pour lui avec son nom, puis qui dit voici comment faire marcher la machine, des instructions très précises. Puis
Puis quand il se ramasse quand il retourne dans le passé, c'est ça, il y a une bande de ces fameux révolutionnaires là, qui l'ont accueilli pour qu'ils guérissent leur chef. Puis toute une histoire comme ça. C'est pas pire ce bout-là. Puis c'est ça. Ils lui disent, bon, est-ce que vous avez reçu... vous êtes revenu, vous avez réussi à faire marcher la machine à voyager dans le temps, disent les rebelles. Puis lui, il dit, oui, oui, oui. Fait que vous avez reçu les messages qu'on vous a envoyés. Il dit, oui, oui, oui. Mais ça, c'est au début du chapitre. Puis à la fin du chapitre, ils disent en passant, oui, tu sais, la boule argentée, où est-ce qu'on a reçu... Oui. On a envoyé les messages avec la boule argentée, puis personne n'y répond. Boule argentée, je n'ai pas vu cet objet. Vous m'avez pas envoyé telle autre affaire à la place. Puis ils disent, non, c'est pas nous autres qui t'ont envoyé ça. On sait pas c'est qui. Puis ça, c'est extrêmement Philippe K. Dick, là. OK, au début, tu penses que c'est la même chose, puis finalement, c'est pas la même chose. Puis c'est qui cette autre personne-là, cette autre puissance-là? Pourquoi ça s'est perdu? Ça m'a fait penser à Ubik aussi, parce que dans Ubik, c'est ça, l'idée, c'est que la nature de la réalité change tout le temps, essentiellement. Là. Puis dans Ubik, t'as quelqu'un qui a l'air... T'as une puissance qui a l'air d'être en train d'envoyer un message, justement, qui est associé à ce mot-là de Ubik. Mais les gens qui reçoivent le message ne comprennent pas c'est quoi. Puis la réalité change tout le temps. Fait qu'à un moment donné, le message Ubik va apparaître, mettons, sur une boîte de petits pois avec un message dessus, tu sais. Mais il se trouve à reculer dans le temps, justement, dans Ubik. Hein, puis, fait qu'il se ramasse à une époque, à un moment donné. Mettons, il se ramasse à une époque où il n'y a pas de canne de petits pois, mais ça va apparaître sur un objet qu'on trouverait à cette époque-là, essentiellement. Donc, c'est le même message, mais il change de forme selon le contexte. Bon, hein? Fait que c'est ça. Ubik, carrément, tout le bouquin est essentiellement basé sur ce mécanisme-là, puis c'est ça qui fait que c'est excellent, Ubik. C'est le gros plaisir du livre, il vient de là. Fait que, mais ça, là-dedans, on l'a de manière embryonnaire, puis, c'est certain que c'est moins bon que ces livres qui sont venus après. Il a écrit un paquet de chefs-d'œuvre, c'est ça, Le Dieu venu du Centaure, là, ça c'est bon, Chris, Transmigration de Timothy Archer, c'est hallucinant, moi j'ai trouvé en tout cas. Valis, c'est autre chose, mais bon, ça pour dire que c'est ça, quand on commence à chercher des bons Philippe K. Dick, on en trouve sans difficulté, là, dans les deux chiffres, là, je veux dire, il y en a des tonnes des bons bouquins Philippe K. Dick. Ici, c'est pas encore le cas, mais c'est ça, ça demeure bon plus pour la promesse du talent qu'on voit à l'œuvre. C'est un peu comme si vous avez déjà collectionné les cartes de hockey ou les cartes de baseball, là, quand tu as la carte recrue là, avec ses statistiques de recrue, puis c'est un peu comme ça. Là, où est-ce que ça va être votre joueur étoile dans quelques années, puis il est déjà bon, mais il n'a pas encore pris sa pleine puissance. Là, donc, fait que c'est ça, c'est une bonne manière de le voir. Là. Fait que c'est un bon bouquin. C'est un Philippe K. Dick très mineur, mais ça demeure une bonne lecture amusante avec quelques bonnes idées, etc. Bon. Mais il y a cette affaire de couleur de peau. Puis c'est ça, moi j'ai beaucoup cherché en fait une manière d'en parler parce que, comme je dis, on n'a pas le choix d'en parler quand on parle du livre. Puis c'est tellement émotif comme sujet présentement que c'est pratiquement impossible de l'aborder sans craindre, sans avoir des bonnes raisons de craindre des réactions épidermiques, on va dire. Puis tout le monde est à couteau tiré là-dessus. Puis je me suis dit que c'est ça, sur la question du racisme, il y a deux camps. Hein, il y a deux grandes positions qui s'affrontent. Voilà. Puis c'est pas les racistes et les antiracistes. C'est ceux qui se crient après, puis ceux qui sont terrifiés d'en parler. Puis je connais pas mal de monde qui ont peur d'en parler, puis pas forcément parce qu'ils voudraient dire des affaires racistes, pas ça du tout, c'est juste que c'est dur de trouver une manière d'en parler qui ne va pas envenimer la situation.
Puis, dans les deux versions précédentes de cette vidéo-ci, j'avais essayé d'expliquer, d'argumenter un peu le pourquoi je trouve que c'est nuisible, honnêtement, la manière dont on en parle. Puis, pourquoi, à mon avis, c'est ça, mon hypothèse que j'ai exprimée un peu plus tôt, c'est que c'est ça, c'est un discours, anglo-saxon, que les anglo-saxons ont les uns avec les autres, parce qu'ils contrôlent le monde depuis 200 ans avec l'Empire britannique, puis ensuite qu'ils ont refilé aux Américains, ben, on baigne dans leur discours à eux, parce qu'ils dominent la culture, avec Hollywood, puis Netflix, puis tout ça, c'est ça. Donc, on baigne dans leur concept à journée longue, ça fait qu'on a assimilé ces concepts-là comme étant normaux, mais c'est vraiment une manière anglo-américaine de voir les choses qui a entièrement rapport avec la manière dont eux ont vécu leur histoire à eux. C'est un monologue anglo-américain en bonne partie. Mais c'est aussi, d'après moi, puis là, je vais juste vous dire mes prémices. Okay? Puis après ça, je vais vous donner... Bon, dans un instant. J'y reviens dans un instant. Donc, c'est ça. C'est aussi le discours que le pouvoir anglo-américain utilise pour se justifier. C'est ça l'affaire. Puis, ça peut avoir l'air gros comme ça. Je sais que certaines personnes ne le prennent pas toujours très bien quand j'ai essayé de l'exprimer. Mais ce que j'ai décidé de faire finalement aujourd'hui, c'est de vous dire c'est quoi le processus mental qui fait que je tire ces conclusions-là. Ou c'est quoi les genres de questions que moi je me pose, puis tu sais, pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi est-ce que... C'est quoi ma méthodologie essentiellement? Voilà. Puis, on peut, j'imagine, venir à d'autres conclusions que les miennes là, par rapport à ça, mais c'est correct. Mais voici pourquoi, en gros, voici comment j'en viens à ces conclusions-là. Au moins certains des points. C'est pas les seuls, là, mais voilà. OK. Bon, ben, premièrement, qu'est-ce qu'on observe? La question est hyper émotive. OK. Bon. Fait que, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui est certain? Okay. Vu que c'est hyper émotif, OK? Ben, une réaction comme ça veut dire que notre corps réagit. OK. Puis notre corps réagit parce qu'il se sent menacé. OK. Bon. Puis notre corps, il ne fait pas la différence entre une menace intellectuelle ou une menace physique. Pour lui, une menace, c'est une menace. Là. Il ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Hein. Donc, c'est ça. Ça fait que quand on a une réaction comme ça, épidermique, ben c'est ça, c'est qu'il y a nos mécanismes physiologiques, OK, de combat ou fuite sont activés. Okay. Puis il y a un autre mécanisme aussi qui est l'affaissement, mais c'est une autre question pour un autre jour. Ben, c'est super important, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Fait que c'est ça, c'est combat ou fuite. OK? C'est ça, on le sait parce qu'on a le goût de soit de se battre ou d'éviter le sujet. Ça fait combat ou fuite, là. OK? Puis, ben, combat ou fuite, ça rend irrationnel. Okay. Puis là, entendez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que la réaction de colère ou n'importe quoi n'est pas justifiée. C'est pas du tout ça que je dis. Okay? Ce que je dis, c'est que si vous avez déjà peut-être été choqué contre quelqu'un dans votre vie, peut-être que ça vous est déjà arrivé, ben peut-être que vous avez remarqué que sur le coup, vous êtes bien convaincu que vous avez raison. 100% certain. C'est quand vous écrivez votre courriel, là, toi mon un tel, là, puis là, je vais lui dire qu'est-ce qu'il pense, là. Puis là, tu cliques sur envoyer. Puis là, généralement, 24 heures après, tu dis, est-ce que j'ai vraiment bien fait d'envoyer ce courriel? Puis là, tu te relis, puis tu es là, ouais, j'étais vraiment certain d'avoir raison quand je l'ai écrit. 100% certain que cette fois-là, même si toutes les fois que je me suis choqué avant, là, cette fois-là, c'est certain que j'ai raison. Là. Ma conviction intérieure, c'est que je suis certain. Mais quand tu te relis, c'est ça, puis que l'adrénaline, justement, a rebaissé un peu,
ton jugement change. C'est ça. Donc, une réaction hyper émotive, ça ne veut pas dire que la réaction n'est pas justifiée émotivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace ou d'injustice, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'interprétation qu'on en fait est forcément fausse en partie. OK? Une meilleure manière de l'exprimer, c'est notre jugement est affecté. Notre capacité d'analyse est affectée. Puis, ça veut dire que même si on suppose que la menace est 100% réelle, notre réaction est probablement pas la plus habile qu'on pourrait avoir, même pour défendre notre cause, parce qu'on est craqué, parce qu'on a soit peur, soit qu'on est émotif. OK? Fait que déjà, il y a tout ça. Puis, rationnel et irrationnel, c'est pas neutre comme expression. Je ne rentrerai pas beaucoup là-dedans aujourd'hui, mais l'essentiel de mon propos, puis je vais essayer d'être le plus rapide possible, là, vraiment rapide. Là. Donc, mais c'est que fondamentalement, on ne se rend pas compte des affaires qu'on prend pour acquis, puis c'est comme ça qu'on se fait prendre au piège. Grosso modo, c'est ça mon axe. Là. Okay. Puis, c'est dans les choses qu'on prend pour acquis que la domination s'exerce. Puis, les deux, tu sais, et puis le corps du truc, c'est que, c'est ça, ce qui fait que cette affaire-là fonctionne, okay, c'est l'émotivité, puis le refoulement, puis l'intensité de douleur qui ne trouve pas de manière, d'autre manière de s'exprimer. Okay. Donc, autrement dit, quand on, c'est ça, autrement dit, des traumatismes collectifs, essentiellement. Bon. Fait que, c'est quoi ma méthode à moi quand je regarde une affaire comme ça? Bon, c'est ça. Est-ce que cette question-là de couleur de peau est émotive? Ben oui, c'est hyper émotif. Ça, Israël-Palestine, puis les questions féministes, c'est ça, c'est des sujets où les gens presque immédiatement deviennent à couteau tiré. C'est ça. C'est quoi les sujets qu'il ne faut pas que tu parles à ton réveillon de Noël? La religion. OK. Bon. Puis pourquoi? C'est ça. Ça fait partie de ces sujets-là. Okay? Des sujets où est-ce que, aussitôt que tu parles, soit tu as quelqu'un qui pense exactement comme toi, soit la personne a l'air d'être une menace maléfique, essentiellement. T'sais, puis on est 100% convaincu, là. Okay? Pareil, comme pour notre courriel frustré, là. C'est que, non, cette fois-ci, j'ai raison, puis l'autre est carrément maléfique, puis il a complètement tort. OK. Bon. Fait que c'est ça. Est-ce que le sujet est très émotif? Oui. Si oui, peut-on voir des traumatismes collectifs? Bon. Fait que dans le cas de la couleur de peau, c'est assez facile parce qu'il y a eu l'esclavage. OK. Puis, la manière dont on parle de l'esclavage aujourd'hui, c'est la manière dont les Anglo-Américains en parlent. Les Anglo-Américains, allez voir historiquement, ben c'est ça, l'Empire britannique, d'après moi, ce que j'ai vu, c'est à cause de l'esclavage en bonne partie qui a été rendu possible. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je pense. À cause des questions économiques, là, de triangle commercial. C'est des raisons commerciales à ça. Bassement commercial. C'est l'argent qu'ils ont fait avec ça parce qu'ils étaient très impliqués dans le commerce des esclaves. Pendant longtemps, ils ont pu faire beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est entre autres avec ça qu'ils ont pu payer leurs affaires. Bon, OK. C'est ça. Fait que... mais ça laisse des traces. Puis c'est ça... donc, ils essayent de régler ça, mais en même temps, collectivement, ils en parlent, les Américains, on peut présumer qu'ils essaient d'en parler pour régler le problème, mais aussi, c'est la puissance dominante depuis les Américains depuis environ 75 ans, puis avant eux, comme j'ai dit, c'était l'Empire britannique. Bon. Puis, qui ont mis le monde à feu et à sang, là. Okay? Y compris des tonnes de, entre guillemets, blancs. Ils ont génocidé les Irlandais, là, au 19e siècle.
pendant 20 ans. Ils ont génocidé par la famine, mais ils l'ont fait. Okay. Ils ont détruit, ils ont conquis l'Écosse. Ça leur a pris des centaines d'années, mais ils ont fini par anéantir l'Écosse comme puissance indépendante. Avant ça, ils ont fait le pays de Galles. C'est ça, le Royaume-Uni, là, c'est une série de conquêtes par une ethnie. Hein. Fait qu'allez regarder, c'est ça. Donc c'est ça. Fait que, le pouvoir en place, bon, j'anticipe un peu sur mes affaires, mais mon idée, c'est ça là-dedans, c'est quand on regarde ça, on peut dire, OK, est-ce que, qui est-ce qui parle de ces questions-là? Ben, on peut voir assez facilement qu'il y a des publicités antiracistes puis anti-homophobes de nos jours, des affaires comme ça. Il y en a partout, à gauche puis à droite, payées par l'État, à la télévision, dans les stations de métro. J'ai des amis qui sont dans la fonction publique, qui ont plusieurs fois par année des formations sur la diversité puis tout ça. Puis, bon, y compris dans le privé aussi, là, des ateliers où est-ce que c'est ça, tu te fais expliquer toutes les questions de genre, puis tout ça. Ça veut dire que c'est une politique de l'État. C'est un discours de l'État. Fait qu'est-ce qu'il fait l'État en faisant ça? Il met en scène sa vertu morale. Puis je dis pas ça, virtue signaling, je veux dire, il fait ça parce que qu'il soit, ben c'est ça, pourquoi est-ce qu'il le fait? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que l'État met autant d'argent pour alimenter une discussion sur ce qu'il appelle la diversité? Okay. Ben, c'est justement le genre de question qu'il faut se poser. C'est ça mon point. C'est ça mon point. Puis c'est ça, vous pouvez être d'accord avec les idées de diversité, là. Okay, vous pouvez trouver que c'est bien correct, là. Mais pourquoi l'État en parle-t-il? L'État dit parce qu'il est vertueux. Est-ce que ça vous paraît plausible? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser, d'après moi. C'est ça le truc, tu sais. Fait que c'est ça. Je vais essayer, là, mon intention ici, là, c'est juste, je vais juste lire les questions que j'ai notées. Le genre de questions que moi, je me pose. Okay. C'est ça. Le sujet est-il très émotif? Si oui, peut-on voir des traumatismes collectifs, guerre, invasion, famine, qui pourraient être en lien avec cette émotivité? OK? Puis on se dit souvent, c'est arrivé il y a longtemps, ça n'a plus d'effet. Allez regarder, médicalement, le traumatisme. OK? Le temps ne guérit rien. Le temps ne guérit pas le traumatisme. Du tout. Allez voir Peter Levine, Irène Lyon, Gabor Maté, n'importe qui. Okay? C'est scientifiquement bien établi. Le temps enterre. Okay. Fait que voilà. Bon. Quels sont les termes utilisés pour discuter de ces sujets? Okay. C'est quoi le vocabulaire qui est employé? Okay. Puis c'est quoi, tout ça, c'est une question, quel est le contexte dans lequel ces mots-là sont employés, puis quel sens ces mots-là ont-ils dans ce contexte-là? Puis c'est ça, est-il certain que la personne qui parle en avant de moi utilise les mots en leur accordant le même sens que moi? Prêtez une attention particulière si le locuteur a une autre langue maternelle, vient d'une autre époque et ou vient d'un autre lieu. Tout ça, c'est le contexte. OK. Puis, un exemple, bon, on est dans des sujets un peu, comme je disais, à fleur de peau, ça fait que, bon, trigger warning, comme on dit, mais allez voir, tu sais, OK, le racisme, c'est mal. Puis le meilleur exemple, c'est Hitler est raciste. Ben oui, Hitler est raciste, c'est gros comme le bras, OK. Mais ça, c'est vrai, c'est indiscutable, évidemment. Mais j'ai fait l'exercice, moi, d'aller voir dans Mein Kampf, que j'ai trouvé à 3 piastres chez Rue Renaissance.
puis que tout le monde devrait lire en quelque part, parce que tu peux voir que ces arguments sont insignifiants, essentiellement, que ça ne tient pas la route, là. C'est comme un... C'est niveau de monde qui s'engueule sur YouTube ou sur Reddit, là. Okay. C'est un gros cave au bar qui gueule après le monde. Okay. Assis au bar en train de... C'est ça que c'est. Okay. C'est bon. Mais c'est intellectuellement insignifiant. C'est tout le long. Okay. Mais quand il parle de... Il dit clairement okay, que lui est raciste, puis que oui, la race aryenne est la race supérieure, puis tout ça. Okay. Puis il explique pas mal dans le détail ce qu'il veut dire par là. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est le sang, la pureté génétique telle qu'elle est, elle se propage dans le sang. Okay. Tout le temps ça dont il parle. Puis avec lui, la couleur de peau, il n'en parle jamais. Jamais, 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 jamais. C'est comme ça, il ne rentre pas dans la tête. OK? Ça fait que... tu sais, puis... les Anglo-Américains, on ne parle pas dans ces termes-là. T'sais. Donc, il y en a des peuples qui en parlent comme ça. Des peuples qui sont... Bref. Mais c'est ça. Donc, fait que si on dit le racisme c'est mal, puis qu'on donne l'exemple de, mettons, les nazis, ben, mais que nous, on pense au racisme dans les termes anglo-américains qui est tout est uniquement une question de couleur de peau. Puis, comme si on prête attention à ce qu'ils disent, leur ligne aux Anglo-Américains, c'est il n'y en a pas de peuple, ça n'existe pas. Ils vont parler de héritage puis d'affaires comme ça, mais ils ne vont jamais parler de... Bon, peu importe, là. Je fais juste poser mes questions, là. Mais c'est ça, c'est les... on dit, ah, c'est raciste, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK. Ils n'ont pas du tout la même image mentale. Fait que tu peux dire que les résultats sont comparables, mais c'est comparable parce que ça crée de la douleur, là. Mais tu sais, c'est pas... est-ce que c'est vraiment le même phénomène? Si tu veux empêcher l'un puis empêcher l'autre, OK? Mettons que tu dis que les deux sont terribles, OK? Mettons l'esclavage ou le racisme aux États-Unis, puis les nazis. Ouais, c'est mauvais. OK? Mais si tu penses que les deux ont les mêmes causes, puis que c'est pas le cas, puis que tu vas appliquer les remèdes de un à l'autre, ben tu vas pas guérir le problème. C'est pour ça qu'il faut que tu t'assures, est-ce que vraiment, je me pose des questions dans les mêmes termes, est-ce que je prends pour acquis que c'est la même chose quand ça ne l'est pas? OK. Puis l'attitude qu'on cherche à développer, c'est pas de trouver une solution ou une réponse définitive, c'est juste d'avoir d'être attentif attentif aux endroits où on prend des choses pour acquis. C'est juste de suspendre notre propension innée à prendre des affaires pour acquis. OK, donc voilà. Autrement dit, c'est comme notre cerveau cherche des certitudes, il est conçu pour trouver des réponses, mais c'est le contraire qu'il faut faire. OK, essentiellement. Bon. Donc, je continue les questions que je me pose. C'est ça. Quels sont les termes utilisés pour discuter de ces sujets? Comment sont-ils définis? OK? Sont-ils définis de manière précise, floue, très émotive? S'ils sont très émotifs, encore une fois, ça nous indique qu'il y a un traumatisme collectif. OK? Donc, racisme, c'est un bon exemple. Tout le monde en parle tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement. Ça veut dire pas aimer quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Je vous mets au défi, là, okay, de trouver la définition cohérente de qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la société. OK. Puis, c'est pas pour faire de la polémique, c'est pour dire qu'on en parle à la journée longue, puis on prend pour acquis que ça veut dire quelque chose de précis, mais c'est ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Puis peut-être que vous allez conclure que c'est le cas, mais bon, mais l'exercice intellectuel, c'est de se poser la question. C'est ça, encore une fois, moi je pense que c'est pas
pas le cas. Bon, en tout cas. Quand ces concepts, c'est ça, comment les concepts sont-ils définis, c'est quoi les mots qui sont employés, quand est-ce qu'ils apparaissent? Bon, ben c'est ça, le racisme aujourd'hui, parce qu'on en entend parler tout le temps, puis on en voit dans les films, etc. Bon, tous les films aux Oscars, quasiment, peu importe, là. Je veux dire, c'est prestigieux, ok? C'est moralement prestigieux, présentement, de parler de ces questions-là. Mais allez lire des auteurs latins, par exemple, qui ont en traduction, là, pas obligé d'apprendre le latin pour ça, mais tu sais, allez regarder comment est-ce qu'ils en parlent, allez regarder comment est-ce que les Allemands en parlent au 19e siècle, ou les Français. Ils n'en parlent pas du tout dans ces termes-là. C'est ça. C'est pas une affaire de couleur de peau. Puis, allez voir comment les Américains en parlent au 19e siècle ou pendant la première moitié du 20e siècle. Ils n'en parlent pas dans ces termes-là. Désolé. OK. Ça apparaît plus... Tu sais, je veux dire, on peut voir une filiation, on peut voir des thèmes qui apparaissent, mais c'est par exemple dans les années 50-60, quand les Anglo-Américains, c'est ça, se définissaient comme des WASP, hein, des White Anglo-Saxon Protestants. Puis même dans les années 70-80, c'est encore utilisé comme expression. Puis à un moment donné, la partie anglo-saxonne protestante a disparu. Puis le cœur de la culture anglo-américaine, c'est encore ça pareil, là. Okay. Bon, est-ce qu'ils sont réellement anglo-saxons? Je pense que si on va voir historiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis je pense que si on commence à fouiller dans cette direction-là, puis qu'on commence à voir c'est quoi qui est pris pour acquis, puis qu'est-ce qui est les questions qui ne sont pas posées par rapport à ça, si on va vraiment regarder, parce que la série d'invasions qui se sont succédées en Angleterre, là, qui ont été extrêmement... bon, en tout cas, quand on va regarder ça, peut-être que là, je pense qu'à mon avis, on commence à avoir une idée de pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont, puis pourquoi est-ce qu'ils font ça. Parce que justement, un traumatisme, quand il n'est pas réglé, il se répète. Il se répète dans la personne qui a été traumatisée, qui le fait aux autres, n'est-ce pas? Ah. Ça fait que c'est ça. Donc, mais c'est ça. C'est intéressant aussi parce que le discours moderne des Anglo-Américains est essentiellement que l'ethnicité, la signification du mot ethnicité, c'est couleur de peau. OK? Puis, c'est ça, même s'ils parlent d'héritage, d'expression un peu comme ça, le sous-entendu, c'est vraiment que tout le monde pense pareil. Tout le monde a les mêmes cadres de référence culturelle. Il n'y a pas de concept de la culture dans la culture anglo-saxonne contemporaine. Okay. Il l'a un petit peu là-dedans, dans Philippe K. Dick, quand même. Il l'a chez Ursula Le Guin, qui parle aussi quand même de trucs de couleur de peau, là, mais dans certains de ses bouquins. Mais, tu sais, Left Hand of Darkness, c'est entièrement une histoire c'est pas tant, à mon avis, une histoire sur les rapports, sur les rôles hommes-femmes traditionnels, puis les questions de genre, que on a une personne d'une culture qui a une autre culture qu'elle comprend pas, puis c'est comment est-ce qu'elle finit par se rendre compte de c'est quoi cette autre culture-là, puis vient... Bon, c'est sur ça, d'après moi, là. C'est ça la grande force du livre, puis ça fait ça. Fait que ça pour dire que c'est ça, aux États-Unis, une autre manière de voir l'ethnicité, c'est justement en termes entre autres, d'histoire collective, puis de trucs comme ça. Puis, on peut dire qu'il y a au moins 3 groupes à descendance de langue anglaise aux États-Unis, par exemple, qui sont les WASP du Nord, les WASP du Sud, puis les Noirs. Okay. Qui sont un mélange, dans le cas de ce qu'on appelle les Noirs, d'innombrables peuples et groupes ethniques africains, puis probablement d'autres endroits aussi, qui ont tous été mélangés de force, là, okay, qui se sont fait arracher à leur culture, puis qui ont subi une sorte de nettoyage ethnique collectif, là, okay, puis, tu sais... Si t'es un Africain, si t'es un Noir américain, Miles Davis, je sais pas trop quoi, puis tu veux savoir
d'où est-ce que tes ancêtres venaient, t'es mal pris, là. T'sais. Puis, le discours que les Anglo-Américains ont là-dessus, il n'est pas neutre. Il est dans le contexte de ce peuple-là qui a fait ça, puis qui essaie de gérer ça d'une manière où est-ce qu'il essaie de régler les sentiments contradictoires qu'il peut éprouver par rapport à ça, mais où est-ce qu'il essaie aussi de bien paraître en tant que puissance mondiale. Hein? Donc c'est ça, puissance mondiale qui gouverne l'économie, qui gouverne le discours collectif, qui a des bases militaires partout, qui envahit régulièrement n'importe qui s'oppose à sa volonté, là. OK. C'est ça. Fait que, toujours au nom du bien, de la démocratie et du libre marché, bon, c'est ça. Fait que c'est justement, fait que c'est ça. Puis, aux États-Unis, ils ont eu une guerre civile. Est-ce que c'est... Bon, guerre civile, c'en est peut-être un traumatisme collectif. OK? Quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, y a-t-il eu des guerres civiles? Ah oui, ça fait, c'est ça. Puis comment est-ce qu'ils ont résolu le conflit? Comment est-ce qu'ils se sont réconciliés? Quand est-ce qu'il y a eu une réconciliation qui était véritable, qui n'était pas basée sur un rapport de domination? Ben, regardez aujourd'hui, les gens du Sud sont généralement considérés comme des gros ploucs. Puis les gens du Nord comme des gens sophistiqués. Bon. Puis les gens du Nord comme antiracistes et progressistes, puis les gens du Sud comme étant des gros réacs religieux et progressistes. Religieux et racistes, grosso modo. Puis, l'intérêt ici, c'est pas... c'est juste de dire, ben, c'est le contexte, c'est ça. Okay? Quand on parle de couleur de peau, c'est dans ce contexte-là, aux États-Unis. OK? Puis, en Suède, OK, s'ils regardent un feuilleton sur Netflix, OK, où est-ce que tout est question de couleur de peau, parce que c'est une émission américaine, OK, ben, ils n'ont pas eu de guerre civile entre le Nord puis le Sud esclavagiste en Suède. OK? La question ne se pose pas de même pour eux autres. C'est pas universel, cette affaire-là. OK? Le contexte de cette question-là, c'est le contexte historique anglo-américain. Voyez-vous? Fait que c'est ça. Donc là, je vais couper ça court parce que déjà, je radote, ça fait un bout, mais tu sais, les mots ont un sens dans leur contexte. OK? Ce contexte-là est beaucoup pris pour acquis, beaucoup sous-entendu, il est beaucoup lié à des histoires, des événements qui sont arrivés, des histoires qui sont racontées depuis une longue période de temps. C'est ça, puis toutes ces choses-là affectent le sens, puis donnent un sens complètement différent chez un groupe ethnique et un autre. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est pas maléfique, un groupe ethnique. C'est ça que ça veut dire, essentiellement. Mais dans le contexte anglo-américain, c'est considéré comme maléfique juste d'en parler, essentiellement. Dans ces termes-là. Mais justement, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une réaction épidermique. C'est une réaction. Ah, c'est mal, faut pas en parler, c'est terrifiant, nanana. Mais qu'est-ce que ça dit? Il y a un traumatisme collectif. Il y a probablement un rapport de force là-dedans. Un rapport de force qui est refoulé, essentiellement. Ultimement, c'est tout le temps ça. On cherche les contextes, particulièrement les affaires qui sont refoulées. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qui est refoulé? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui est pris pour acquis? C'est ça. Puis qui se cache très, très, très souvent derrière des vérités absolues, soi-disant, devant des choses qui sont incontestables. Puis le pouvoir utilise ça. T'sais. Bref, c'est ça. Quand l'opinion, l'idée commence-t-elle à apparaître? Dans quel contexte? Quels sont les rapports de force? Quels sont les arguments utilisés par le pouvoir pour se justifier? OK? Gardez l'œil ouvert pour les lieux communs, la sagesse populaire, tout le monde sait que. Qu'est-ce qui est pris pour acquis? Qu'est-ce qui est passé sous silence? Le discours est-il associé à un gouvernement, un parti, une institution? Est-il utilisé pour justifier un rapport de force? C'est ça. Chez les anglo-saxons, ce qui est pris pour acquis, la couleur est super importante. Tout le reste l'est pas. C'est mal, il ne faut pas en parler. OK? Les peuples n'existent pas.
OK. Allez voir dans la définition du soi-disant multiculturalisme canadien, la manière qu'il en parle, le Canada est multiculturel parce que les cultures n'existent pas. Trudeau le dit, le Trudeau père, là, celui qui a mis en place cette politique-là, puis qui était de mauvaise foi, là, il a fait ça pour tu sais, vous irez regarder le contexte. C'est ça. Les politiciens ne sont pas tous des menteurs, mais le pouvoir ment tout le temps. C'est parce que le pouvoir n'est fondamentalement que la mise en scène du pouvoir. Tous les politiciens sont des comédiens. Puis c'est un spectacle, ça. C'est un spectacle pour le peuple. OK? Puis, qu'est-ce qui... OK. Supposons qu'on enlève le spectacle du pouvoir. Puis supposons qu'on enlève la police, l'armée, la répression, toutes ces affaires-là. OK? Puis supposons qu'on enlève la TV, puis les journaux, puis toutes ces affaires-là qui répètent le discours du pouvoir ou la conversation. C'est pas qu'ils vont dire « Ah, vous voyez comme le président est bon », quoi que ça, ils le font en masse. Mais ils vont dire c'est ça, le président a parlé de prospérité économique, et nous sommes tous d'accord que la prospérité économique, c'est bien important, parce que, bon, ils reprennent le pouvoir, ils reprennent le discours du pouvoir, ils reprennent la trame narrative du pouvoir. C'est ça, fait qu'enlever la mise en scène du pouvoir, aller voir, bon, peu importe, tu sais, je veux dire, vous regarderez, si c'est pas déjà fait, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la prise du pouvoir par Louis XIV de Rosselini, c'est ça que ça parle? Comment est-ce que Louis XIV a pris le pouvoir, a assumé son pouvoir monarchique absolu? C'est comme ça. Puis c'est pas un secret, c'est connu comme Barabas, là, je veux dire, c'est une vérité historique incontestable. Allez voir les dictateurs, le Mussolini ou Hitler ou n'importe qui. C'est ça qu'ils font. Tu sais, Triomphe de... je veux dire, c'est quoi le film de Leni Riefenstahl? Triomphe de la volonté, je pense. C'est un spectacle. C'est une mise en scène pour donner l'aura de puissance. Ils ont des costumes, ils ont des décors, ils ont de l'éclairage. C'est ça. Bon. Fait que... tu sais, puis... donc, voilà. Donc... c'est un spectacle dont la vérité émotive vient en bonne partie des émotions que nous, on refoule. Puis qu'on refoule en partie à cause de l'oppression ambiante que nous, on subit, ou des... peu importe, vous regarderez ça, là, si ça vous tente. Là. Mais c'est ça, je veux dire... voilà. Fait que... si j'essaye de conclure encore une fois ma vidéo... vous n'êtes pas obligé de me suivre dans tous les détails de mes conclusions à laquelle moi j'en viens, mais c'est ça, on est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Puis la plupart de ces histoires-là sont complètement inconscientes. Puis qu'est-ce qui est mis dans l'inconscient? Tu sais, qu'est-ce qui est dans l'inconscient? C'est des affaires, bien souvent, qu'on s'est fait répéter. Puis dans le cas de... dans bien des cas, c'est ce qu'on se fait répéter, c'est qu'est-ce que le pouvoir veut que tu crois pour que tu les écoutes, pour que tu obéisses, pour que tu fasses ce qu'on te dit. T'sais. Ouais. Fait que... Docteur Futurity, wow, ok. Fait que... pourquoi c'est bon? Si on revient au bouquin. C'est bon parce que Philippe K. Dick, il est super bon. Puis c'est un de ses premiers bouquins. Et puis, on devine déjà que ça va devenir un grand écrivain de la science-fiction. En ce qui concerne le bouquin en tant que tel, c'est pour ça que c'est bon.